Je sais pas trop, parce que véritablement la question elle-même me pose problème. Il me fait penser à ce texte immense écrit par Michel Foucault au milieu des années 70. C'est le premier tome d'une histoire de la sexualité, une entreprise littéraire philosophique magnifique. Et il commence le premier tome de cette trilogie par un chapitre qui décrit notre état contemporain. Et ce chapitre, il le titre « Nous, Victoriens ». Et on est en 75. C'est-à-dire on est à l'époque où le porno, de fait, est sur les Champs-Élysées, où les gens font des queues invraisemblables. Hein, et les films qui sont les premiers au box-office en 75, en 74, c'est pas tel film de Pasolini, c'est pas non, c'est Exhibition, c'est Gorge profonde, etc. C'est pour ça qu'on a fait la loi sur le X, parce Bien que sinon tous les cinémas n'auraient pu passer que des films porno. Exactement, et passer dans les mêmes cinémas, vous avez le Walt Disney, il y avait 20 personnes pour aller voir Bambi, et puis vous aviez 3000 personnes pour aller voir... Bon. Vous avez des queues immenses, enfin bon, bref. Comment dirais-je, l'intuition qui était derrière ce constat de Foucault quand il disait « nous Victoriens », c'était évidemment de dire c'est pas parce que le sexe est visible qu'on en a fini avec l'oppression, voilà. Le fait que l'on en soit arrivé au stade où l'on en parle et où l'on n'arrête pas d'en parler est peut-être la forme la plus pernicieuse, mais aussi la plus forte que prend le pouvoir sur nos vies sexuelles, etc. etc. On en arrive à ne faire plus qu'en parler. Si vous voulez, c'est le syndrome de la frite McCain, quoi. Hein. Vous voyez la publicité, c'est ceux qui en parlent le moins qui en font le plus, ou vice-versa. Eh bien, ce serait quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, quand on entend des discours sur l'hypersexualisation, etc., on sent très très bien que derrière, il y a immédiatement une intention qui est une intention plus ou moins normalisatrice. On aimerait bien que ce soit différent. Ou si c'est le cas, bon, on aimerait bien que, comment dirais-je, que les personnes agissent dans telle direction ou dans telle autre. Vous voyez la situation, l'embarras que tout cela constitue. Et moi, je pense que quand on parle, on lance comme ça un constat sur la sexualisation des sociétés, il faut se poser cette question, d'autant plus que, quand on lit les historiens, on sait très très bien que la participation du sexe à l'espace public, c'est quelque chose qui était très important au Moyen-Âge. Les étuves mixtes, jusqu'en 1500, jusqu'à ce que des problèmes de peste, etc., et des problèmes de contre-réforme transforment la relation à la sexualité publique. Mais c'est pas une sexualité publique, une étuve c'est fermé. Non, c'était pas des étuves fermées, c'était des étuves sociales qui ont duré. Rappelez-nous ce que sont les étuves. Hein. Les étuves, ce sont des espèces de bains. Ce sont des espèces de bains publics. Et au Japon, les étuves sont restées mixtes, et dans certains endroits, elles sont encore, sont restées mixtes jusqu'à la fin du XIXe siècle. Ça n'a pas été tellement un problème. Était-elle mixte? Oui, non, mais bien sûr que c'est des bordels, ces études, mais c'est des endroits qui ne sont pas publics. C'est comme si vous disiez les backrooms, c'est une chose publique. Non, c'est pas une chose publique, c'est une chose qui existe à part. Il n'y avait pas... Enfin, c'est quand même notre société qui a mis des images sexuelles partout. Je veux dire, avant, les gens allaient regarder des agonies, ils étaient fascinés par la mort, ils étaient fascinés par les derniers instants. Vous voulez dire par la peine de mort? Non seulement la peine de mort, mais les agonies. Les agonies, c'était quelque chose où tout le monde venait, tout le monde regardait le mourant, comment il va mourir et tout. Pour nous, ça serait la dernière obscénité. C'est une chose qui est vraiment cachée, qui est dans des hôpitaux, on ne voit jamais. En revanche, on regarde l'orgasme qui, avant, était soustrait à la vue. Donc, c'est nous, ça. Alors, ça va avec le luxe extraordinaire de nos vies. Nous avons des corps qui sont en bonne forme. Nous sommes bien nourris. Nous sommes dans des conditions de bonheur physique. Enfin, faut penser que l'humanité a toujours été couverte de poux, couverte de vermine. On est les premiers à avoir cette chance extraordinaire d'avoir des corps heureux. Et vous expliquez comme ça le fait qu'il y a des images à connotation sexuelle un peu partout dans les villes? Mais je crois que oui, on est dans un luxe incroyable et on vit, je ne dis pas qu'on est comme des dieux, mais il y a quelque chose comme ça. Nous, on a des corps de jouissance et plus des corps de souffrance. Et alors, est-ce que ça crée de la frustration ou au contraire, ça crée de l'excitation que tout le monde va satisfaire, chacun selon ses moyens? Je crois que ça ne marche pas parce que ce n'est qu'un bout de la condition humaine et que ce n'est pas parce qu'on cache l'agonie qu'elle n'existe pas et que cette emphase sur les bonheurs de l'existence est un petit peu publicitaire. Et puis pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vrai que cette excitation permanente, c'est-à-dire le sexe détourné pour vendre, je sais pas moi, des crèmes glacées avec un code sadomasochiste, bon, il y a un moment on se dit mais
ces têtes creuses qui font la publicité, elles ne pourraient pas vendre des crèmes glacées ou, je sais pas moi, du café sans dire que c'est surexcitant de boire une tasse de café. Il y a un moment, vous savez, quand on est petit, qu'on a des pâtes à modeler de couleur, on se dit on va les mélanger, et à la fin ça fait tout marron. Et c'est pas du tout joli. Et ben, des fois on se dit le sexe, s'il était dans son... Enfin, oui, s'il servait pas à faire manger du yaourt, ça serait mieux. Alors, le sexe